Bonjour à tous et bienvenue sur ces nouvelles actualités du Vietnam de la semaine. Et on commence, alors on est toujours sur le Courrier du Vietnam, site qui donne le plus d'informations. Et on commence avec un article du 15/5, Société Environnement. L'UE et la France s'engagent à accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique. L'UE s'engage à continuer à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des projets dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste. Cela permettra au Vietnam de réaliser ses objectifs de transition énergétique. L'ambassadeur de l'Union Européenne UE au Vietnam, Julien Guerrier, et l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, viennent d'effectuer une visite de travail dans la province de Gia Lai, au plateau du centre, pour examiner le projet d'extension de la centrale hydroélectrique d'Iali. Il s'agit d'un projet emblématique de la transition énergétique du Vietnam. Mise en œuvre entre 2021 et 2024 par le groupe électrique du Vietnam, ce projet visait à une extension de la centrale hydroélectrique d'Iali avec la mise en activité de 2 turbines de 180 MW chacune, pour une puissance installée supplémentaire de 360 MW. Mise en service en décembre 2024, ces 2 turbines portent désormais la capacité totale des centrales à 1080 MW. Financé dans le cadre du format Team Europe, le projet combine un prêt de 74,7 millions d'euros accordé par l'Agence française de développement pour les équipements et une subvention de 2 millions d'euros de l'UE, également portée par l'AFD. La subvention de l'UE a permis de mettre à disposition du groupe EVN une assistance technique pour acquérir les meilleures pratiques internationales de maîtrise des risques d'hygiène, sécurité, environnement, tout en optimisant les pratiques d'exploitation et de maintenance des infrastructures hydroélectriques. L'extension de la centrale, qui s'achève en 2025, renforcera durablement la production d'énergie renouvelable du pays en contribuant à un avenir plus vert et plus résilient. Une contribution majeure. Ce projet est une contribution majeure à la transition énergétique du Vietnam avec une croissance économique de l'ordre de 7 à 8% par an. La demande en électricité à l'échelle nationale devrait augmenter de 12 à 14% par an. Le plan de développement électrique 8 révisé adopté en avril 2025 prévoit d'augmenter la capacité installée à 183 gigawatts d'ici 2030. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, le Vietnam envisage de produire près de 70% de son électricité à partir d'énergies renouvelables, y compris d'énergie hydroélectrique. Lancée depuis 2021, la stratégie Global Gateway encadre l'action extérieure de l'UE dans un contexte international en constante évolution, afin d'approfondir son engagement en faveur d'infrastructures de qualité dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier et de renforcer l'économie mondiale. Sur le site du projet, l'ambassadeur de l'UE au Vietnam, Julien Guerrier, a insisté sur l'importance du projet de la centrale hydroélectrique d'Iali pour la transition énergétique. Ce projet permettra une réduction de 68 000 tonnes de CO2 par an tout en ajoutant 360 MW de production au réseau électrique. L'UE continuera d'appuyer la transition énergétique avec ses États membres dans le cadre de la stratégie Global Gateway et en tant que co-président du groupe des partenaires internationaux du JETP. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a réaffirmé le soutien de la France dans le cadre du JETP. Avec un investissement estimé de 500 millions d'euros pour soutenir la transition énergétique, la France, via l'AFD, soutient un autre projet emblématique en formant Team Europe, le projet Bac A, premier projet de pompage turbinage et hydroélectrique du Vietnam, démarré en 2025, qui viendra ajouter 1200 MW de production électrique tout en optimisant le potentiel des énergies renouvelables intermittentes. Le succès du projet d'extension de la centrale hydroélectrique d'Iali prouve la solidité du partenariat entre l'UE, la France et le groupe EVN pour un avenir en commun décarboné. Approche #Team Europe, l'UE et ses États membres collaborent au sein de #Team Europe pour que leur action extérieure commune soit plus que la somme de ses parties. Ensemble, ils constituent l'un des principaux donateurs de subventions au Vietnam. Les subventions de l'UE au Vietnam sont utilisées conformément aux politiques socio-économiques du pays et soutiennent les efforts du gouvernement pour restructurer l'économie afin d'assurer une croissance et un bien-être à long terme pour ses citoyens. Passons à un deuxième article du 16 mai en Société, une révolution humaniste pour assurer logement et stabilité aux citoyens. Plus de 200 000 maisons précaires et délabrées à travers le pays ont été rénovées, devenant un foyer solide et bien isolé pour permettre aux familles pauvres et en difficulté de réaliser leurs rêves de stabilité, condition essentielle pour sortir durablement de la pauvreté.
Au milieu du rythme effréné de la ville existent encore quelque part des toits bancals, des murs décrépits, des vies humaines accablées par la misère, confrontées à de nombreuses privatisations et difficultés. Des fragments du parcours solidaire où personne n'est abandonné. Les statistiques générales issues des rapports des ministères, des secteurs et des localités en date d'août 2024 montrent qu'il y a encore environ 315 000 foyers à travers le pays composés de personnes ayant rendu des services à la nation, de familles pauvres ou quasi pauvres, vivant dans des habitations précaires, délabrées et ne garantissant pas la sécurité. Dans l'esprit de ne laisser personne de côté, le mouvement visant à éliminer les maisons de fortune et des logements délabrés s'est rapidement répandu à travers le pays. Chaque brique, chaque tôle ondulée incarne la bienveillance et la solidarité communautaire dont le but est d'apporter un sourire de bonheur aux personnes les moins chanceuses. Tran Thi Hop, habitante de la commune de Thien Thanh, district de Li Nang, province de Hà Nam, a vécu de nombreuses années seule dans une maison délabrée sans moyens pour la réparer. Grâce à une aide de l'État de 90 millions de dong, elle a pu construire une maison solide d'une superficie de 18 mètres carrés. Émue, elle confie: avant, mes parents étaient pauvres et m'ont laissé cette vieille maison en ruine. Aujourd'hui, grâce à l'aide des autorités, j'ai enfin une maison décente. Je suis très heureuse, je n'ai plus à craindre les fuites d'eau la nuit. Dans le hameau de Dong Ding, commune de La Yen, district de Vo Nye, province de Tay Nguyen, la famille de Hoang Van Song, classée parmi les foyers pauvres dans une situation particulièrement difficile, a reçu un soutien pour construire une maison de près de 100 mètres carrés pour un coût total d'environ 350 millions de dong. Hanté pendant de nombreuses années par les infiltrations d'eau à chaque saison des pluies, M. Song n'a jamais cessé de rêver d'un toit solide pour que ses enfants puissent étudier sereinement et que toute la famille trouve la force de s'élever dans la vie. Sans l'aide collective de la communauté, nul ne sait quand ce rêve aurait pu devenir réalité. La liste des foyers bénéficiaires du programme d'élimination des maisons précaires et délabrées, comme Madame Hope ou Monsieur Song, ne cesse de s'allonger chaque jour. Chaque maison construite ou rénovée représente une pièce précieuse dans ce pulse profondément humaniste. Lors de la 3e réunion du comité central de pilotage pour la suppression des maisons précaires et délabrées, le Premier ministre Pham Minh Chinh, en sa qualité de chef du comité, a affirmé que ce programme portait une forte valeur humanitaire, traduisant la reconnaissance du parti et de l'État envers ceux qui ont servi la révolution, ainsi que l'esprit d'unité nationale, de solidarité et de compassion. La feuille intacte protège la feuille déchirée. La feuille déchirée soutient celle qui l'est encore plus. Selon le Premier ministre, l'éradication des logements précaires est une mission politique majeure. Le parti l'a adopté comme orientation, le gouvernement l'a approuvé. L'Assemblée nationale y adhère, le peuple la soutient et les plus démunis y placent leurs espoirs. C'est pourquoi, a-t-il dit, on en discute pour agir, pas pour reculer. Et l'on doit respecter les délais. Chacun aide selon ses moyens. Qui a de l'argent donne de l'argent, qui a de la force donne de la force. Que l'on donne beaucoup ou peu, l'important est de contribuer. Il a également insisté sur le respect du principe des 6 clarifications: qui fait quoi, quand, avec quelle responsabilité, pour quel résultat et avec quelle autorité. Ne laisser personne vivre sous un toit précaire ou délabré, c'est un ordre du cœur, de la conscience et un devoir collectif. Il faut absolument accomplir cette tâche, a souligné le Premier ministre. Toutefois, ce parcours vers l'éradication des logements insalubres est loin d'être un long fleuve tranquille. Les collectivités locales font face à de nombreux défis: ressources financières limitées, relief difficile pendant le transport de matériaux, coordination parfois imparfaite au niveau administratif. L'identification précise des bénéficiaires et la transparence du processus représentent également des enjeux importants. Pour atteindre les objectifs du programme, la responsabilité de l'État ne suffit pas. La participation de toute la société est indispensable. Dès l'appel lancé par le Premier ministre en avril 2014 pour une mobilisation nationale, le Front de la patrie du Vietnam s'est rapidement coordonné avec le gouvernement, les ministères et les collectivités locales pour agir. Actuellement, non seulement les autorités locales s'impliquent activement et avec souplesse, mais les organisations politiques et sociales répondent également avec enthousiasme, a confié To Thi Bich Chow, ancienne vice-présidente du comité central du FPV. Selon le rapport du comité central du FPV au 28 février 2025, le Fonds national pour les pauvres avait déjà collecté plus de 80 milliards de dong pour soutenir l'éradication des logements précaires en assurant une gestion conforme et efficace. De nombreuses entités ont dépassé leurs engagements initiaux. Le ministère de la Défense a ajouté 166 milliards de dong, portant son soutien total à 566 milliards, soit plus de 11 000 maisons. Le secteur bancaire a levé près de 91 milliards de dong supplémentaires
supplémentaires tout en lançant un appel à ses agents et employés à donner l'équivalent d'un jour de salaire afin de financer 1000 maisons. Le soutien global du secteur bancaire s'élève à plus de 1300 milliards de dong. Le ministère des Affaires ethniques et religieuses joue un rôle essentiel pour que personne ne soit lésé de côté dans ce programme empreint d'humanité. Grâce à sa proximité avec les réalités du terrain, notamment dans les zones reculées, montagneuses ou frontalières, le ministère a proposé de nombreuses politiques et initiatives concrètes tout en assurant un suivi rigoureux des aides, veillant à une distribution équitable et ciblée. Le ministre accorde une attente particulière à la mobilisation communautaire. En suscitant l'esprit de solidarité au sein des ethnies et des organisations religieuses, il a permis l'émergence de modèles d'entraide originaux. Main-d'œuvre bénévole, dons de matériaux, entraide entre voisins. Cela a non seulement soulagé les finances publiques, mais aussi renforcé la portée humaine et la durabilité du programme. Grâce à la direction attentive du ministère, de nombreuses familles ont pu s'installer dans des habitations neuves, confortables et sécurisées. Selon la décision numéro 808 relative à la réorganisation du comité central de pilotage pour la suppression des maisons précaires et délabrées, le ministère Zhao Nyok-dong a été reconduit au poste de vice-président du dit comité et le ministère des Affaires ethniques et religieuses est l'organe permanent du dit comité central de pilotage. Très investi dans ce programme, le ministre Zhao Nyok-dong a salué l'esprit d'initiative de certaines localités. Au lieu d'attendre les aides, elles ont surmonté les obstacles en mobilisant des ressources locales. Alors que le niveau de soutien central est de 60 millions de dong par maison, la province de Tanghua l'a porté à 80 millions. Nyehang, quant à elle, a su mobiliser de nombreux ministères pour apporter un soutien supplémentaire. Grâce aux efforts inlassables des autorités, des institutions et de toute la société, la campagne d'éradication des logements insalubres a enregistré des résultats remarquables. Début mai 2025, plus de 208 000 habitations précaires avaient été supprimées à travers le pays, dont plus de 106 000 dans les zones de minorités ethniques et montagneuses. Parmi elles, plus de 25 300 maisons pour les personnes ayant contribué à la révolution, presque 11 000 terminées, plus que 14 400 en cours de construction, presque 60 000 logements dans le cadre des 2 programmes nationaux, réduction durable de la pauvreté et développement socio-économique des zones ethniques et montagneuses, plus de 39 000 maisons terminées, presque 20 000 en cours, presque 124 000 maisons dans le cadre spécifique du programme d'éradication des logements précaires, quelques 60 000 terminées, presque 65 000 en cours. Ces nouveaux toits ne sont pas seulement des abris contre la pluie ou le soleil, ils ravivent la foi et l'espoir d'un avenir meilleur pour des milliers de personnes vulnérables dans tout le pays. Et terminons avec un dernier article daté du 15 mai, économie, agriculture, valorisation du café vietnamien. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café, en particulier de Robusta. La filière évolue d'une production axée sur la quantité vers une approche privilégiant la qualité, avec pour objectif une croissance durable et une valorisation de la marque du café vietnamien à l'échelle internationale. Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce en 2024, les exportations de café du Vietnam étaient estimées à 1,32 million de tonnes pour une valeur de 5,48 milliards de dollars, en baisse de 18,8% en volume mais en hausse de 29,1% en valeur par rapport à 2023. La force de ce secteur réside dans le fait que les grains de café Robusta du Vietnam représentent la majorité du café Robusta commercialisé à l'échelle mondiale. Les producteurs et exportateurs de café du Vietnam investissent dans l'amélioration de la qualité du café et dans la culture durable tout en remplaçant l'esprit d'investissement dans la quantité et dans la productivité en un esprit de recherche de qualité. Les cultivateurs de café se sont également vus recommander d'appliquer des bonnes pratiques agricoles telles que VietGap, GlobalGap, 4C et la culture biologique pour les plantations de caféiers. Lee Van Vuong, directeur de la SARL Vuong Tang Kong, quartier Eatam, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lat, souligne que renforcer la production raffinée et diversifier les produits constituent des éléments de base pour améliorer la valeur des produits à base de café. La diversification des produits répond non seulement aux besoins du marché, mais permet également de préserver des bénéfices sur le marché domestique. Il est nécessaire de créer et de développer des marques nationales et locales, une stratégie méthodique pour construire une marque de café vietnamienne forte sur le marché international, profiter d'indications géographiques célèbres telles que Café Buon Ma Thuot, Café Arabica Son La, Café Khe Sang, Café Arabica Cô Dat, Café Chuk
PAP, et raconter l'histoire des origines, de la culture et des caractéristiques gustatives des cafés vietnamiens. Améliorer la qualité et diversifier les produits. Les services compétents doivent aider les entreprises vietnamiennes à participer aux foires et aux expositions internationales, à promouvoir le commerce et à faire de la publicité sur les canaux médiatiques mondiaux. Encourager la valorisation de la marque, des produits finis, transformer du café et pas seulement des matières premières. Selon Quoc Binh Duong, directeur de la SARL de café A Vang, hameau de Co Cosat, commune de Xuan Thuong, ville de Dalat, province de Lam Dong, le développement d'un café sûr et spécial fait partie des mesures d'amélioration de la valeur du café. Il est primordial d'investir dans la phase de récolte avec sélection, de pré-traitement, ainsi que dans la formation des sommeliers de café capables d'évaluer et de classifier du café conformément aux normes internationales. Selon Quoc Binh Duong, il est nécessaire de renforcer les chaînes de valeur et les liens de production, les liens entre agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation et d'exportation, de construire des modèles de chaînes de valeur fermés avec une traçabilité claire, garantissant la transparence et l'équité dans le partage des bénéfices, tout en accompagnant les agriculteurs dans l'accès aux informations sur le marché, la science, la technologie et le capital. Lee Ming-wan, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a souligné l'importance des coopérations et des liens dans les développements durables des chaînes de valeur du café. Il a recommandé de réorganiser la production en économisant des coûts d'investissement afin d'améliorer la qualité et de s'adapter aux changements climatiques. Il a également rappelé la nécessité de méthodes de production efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet tout en augmentant la productivité des plantations de caféiers. Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, au cours des 4 premiers mois de l'année, le café a été un moteur de croissance des exportations avec près de 4 milliards de dollars, en hausse de 51% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour maintenir la dynamique de croissance, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré qu'il continuerait à perfectionner le projet visant à développer le système logistique et à améliorer la compétitivité des produits agricoles, dont les produits à base de café.